Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est encore un achat lecture manga. Faut croire que j'ai pas eu la force d'écrire autre chose récemment, mais c'est pas très grave. N'hésitez pas à me partager vos avis sur vos lectures du mois de mars, histoire que je découvre quelques œuvres peut-être, et vos avis sur les tomes dont je vais parler dans cette vidéo, histoire de confronter nos avis, ça peut être intéressant. Vous avez les timecodes dans la description pour passer au tome qui vous intéresse, ou alors dans la barre de défilement, pour la même raison de toute façon. Et donc, très d'introduction, on a pas mal de tomes, le tas est plutôt gros, donc on va y aller sans plus tarder. Tome numéro 1, Sunken Rock, édition Deluxe, tome 9. On est dans une guerre plus ou moins liée à l'immobilier, puisque la Sunken Rock Team veut faire péter la bulle immobilière afin de créer le chaos et de récupérer pas mal de pouvoir grâce à ça. Sauf qu'en attendant, ils se confrontent plus ou moins à une partie du gouvernement qui les a trahis et un gang plutôt puissant qui est là en Corée car il a été mis de côté par tout le monde. Mais justement, la force de la Sunken Rock Team, c'est de rallier tout le monde à sa cause grâce à l'énergie de Ken qui a rallié ses proches compagnons, qui rallie tous ses alliés derrière. Et ça c'est magnifique. Les combats sont splendides, sauf celui évidemment entre les deux filles, comme toujours, parce que Boichi ne sait rien faire d'autre que les sexualiser. Sauf dans l'arc des idoles, parce que c'était sexualisé aussi, mais c'était pour une bonne raison, donc c'était intéressant. Là ça n'a que peu d'intérêt. Alors que tous les combats de l'arc sont réussis, permettent bien de mettre en avant chacun des personnages, leur caractère et la façon dont ils peuvent interagir avec Ken, et la façon dont ils peuvent interagir avec les autres. Et en plus, quand on arrive aux 2 tiers de la série, tu vois, c'est important qu'il se passe des choses importantes, justement. Et le gros chef du gang adverse prend le temps d'étudier Ken afin de savoir parfaitement à qui il a affaire, pour pouvoir le frapper là où ça fait mal, et pour pouvoir savoir, c'est vachement mieux de savoir quel genre d'homme on a en face pour le combattre. Que ce soit juste par bonté de cœur, par humanité ou des trucs comme ça. Et à cause de ça, il dévoile le secret de Ken à Yumin, et les choses sont plutôt inattendues dans leur déroulé. J'aime beaucoup ce que l'auteur a fait de la révélation autour de ce secret. Et avec tout ça, on sent qu'on arrive au grand final, au dernier tiers de la série, quoi. Là, on a une victoire plutôt éclatante, même si c'était pas gagné, mais grâce à quelques bons coups, ça passe. On va voir l'éclatement de la bulle, forcément, qui va bien chambouler les choses au niveau des gangs. Et après, on a le côté de Yumin qui va chambouler les choses aussi. Mais malheureusement, cet homme est encore une fois plombé par le final sur Yumin, qui est donc pour la troisième fois la même histoire plus ou moins, où genre elle arrive dans un endroit, donc il y a eu cuisine, salle de sport, et là c'est camp militaire. Et à chaque fois il y a que des trucs sexuels inutiles, et pour à la fin qu'elle réussisse sa mission au hasard. Heureusement la trilogie est finie, parce que c'est pas des plus passionnants. Donc, excellent travail sur les gangs, sur les humains, sur les bastons, mais pas sur les filles, malheureusement. C'est comme ça, hein. Il faut quelques points qui ralentissent l'intrigue, je crois. Allez, tome suivant. Beastars, tome 15. Les choses avancent, mais ne changent pas beaucoup. Beastars est toujours une claque à chaque fois. C'est encore un tome où j'ai mis 20, sans souci. Qu'est-ce que c'est bon. On a beaucoup de Legoshi, et ça fait plaisir. On l'a qui prend un peu plus ses aises avec Haru, même si c'est pas forcément au plaisir de tout le monde actuellement. Mais la situation se passe étonnamment bien, comme si l'entente entre espèces était possible. On est au courant, mais à chaque fois le voir fait un petit coup au cœur. Ensuite, Legoshi est approché par Yaya pour une mission secrète qui est de récupérer Melon, l'hybride ici présent. Et on découvre un nouvel endroit, un peu sordide du monde, où chacun peut prendre des déguisements de l'espèce qu'il veut, laisser libre cours à ses envies comme il veut, genre parce qu'on inhibe les instincts carnivores, donc ça limite la peur d'un côté comme de l'autre. Tout le monde peut être ensemble dans une sorte de soirée un peu bizarre, où tout le monde peut laisser libre cours à toutes ses envies. C'est étrange, en même temps, ça correspond bien à ce que voudrait faire
Legoshi, mais lui, il le voudrait au grand jour. Pendant ces coins sordides. Ensuite, on a enfin la rencontre entre Melon et nos deux enquêteurs. Et qu'est-ce que j'ai adoré ce passage! Parce qu'évidemment, un hybride, faire face à un hybride quand toi, tu tombes amoureux d'une lapine. À quel point vous imaginez que ça peut être intéressant à suivre ça? Je suis sûr que vous êtes loin du compte. D'autant plus que c'est un hybride qui n'a pas confiance en la vie et en ce que la vie peut lui apporter. Alors imaginez à quel point ça peut briser les espoirs de Legoshi, et ça peut lui donner envie de retourner les choses et de changer les choses, de lui montrer qu'il y a de l'espoir. C'est magnifique. Voilà. Et à côté de ça, pour des raisons que je ne divulguerai pas, nous avons des informations sur la mère de Legoshi, et quel passage surpuissant, encore une fois. Elle est là, elle est hybride elle aussi, et elle le vit très bien, car elle a eu le temps de faire tout ce qu'elle voulait faire avant d'être hybridée. Alors forcément, si on est hybride à la naissance, ça peut marcher moins bien, mais ça reste une voie agréable qu'on peut suivre, je pense. Et à côté de ça, on a un petit passage sur Louis, qui est un peu perdu dans le retour à la vie normale, alors qu'il va faire un petit voyage vers le marché noir, et encore une fois, c'est très réussi. Ben ça change, hein. Il est un peu perdu entre les deux vies, celle qu'il est censé suivre et celle qu'il a préférée. Il est un peu perdu entre le gang, ses ressentiments envers lui et l'admiration qu'ils ont envers lui. Il est un peu perdu avec le nouveau chef qui est étrange et tout. Tout est très réussi. Pour là aussi le dernier tiers. Et est-ce qu'on serait pas dernier tiers land ou quoi? Tome suivant. Celui qui hantait les ténèbres par Gutanabe. Donc un nouveau chef-d'œuvre de Lovecraft. C'est mon troisième, je crois, après La couleur tombée du ciel et L'appel de Cthulhu. Il me semble. Et c'est pas mon préféré. Déjà parce qu'il y a un one-shot d'un chapitre avant, et que je n'en retire pas grand-chose. Parce qu'en fait, c'est encore un sempiternel mec découvre une identité cosmique. Revient dans le monde un peu chamboulé, donc personne ne le croit, et après il meurt. Donc c'est le classique qu'on a déjà vu, et j'en retire pas grand chose de plus, donc je doute peut-être passer à côté de quelque chose, mais voilà, ça. Dagon ne se restera pas dans les mémoires. Et celui qui hantait celui qui hantait les ténèbres en 3 chapitres passe plutôt pas mal. C'est pas un grand coup d'éclat, mais c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, on a un auteur, et comme tous les auteurs, assez fixette, quand ils se rendent compte de quelque chose qui peut être intéressant ou qu'il aurait pu rater, il fait la fixette dessus jusqu'à ce qu'il découvre tout ce qu'il y a autour. Et c'est évidemment le cas en découvrant une église étrange pas trop loin de chez lui, dans le village voisin si je ne m'abuse. Bon, finalement, il finit par y aller, par voir ce qui se passe, par être plutôt étrangement impressionné, par découvrir l'histoire du lieu, par découvrir ce qui a pu se passer de dangereux, par découvrir plein de choses autour, puis par continuer d'être trop curieux et par faire une erreur, parce que la fixette, pour tout connaître. Alors qu'on peut s'arrêter au moment quand on connaît la majorité. Mais non, faut qu'il aille trop loin et qu'il réveille le monstre et que l'inévitable se produise. Donc c'est plutôt intéressant ce travail sur l'auteur, dont on est auteur, je suppose. Et c'est plutôt intéressant à lire en tant que lecteur. Et j'écris un peu, pas souvent, surtout récemment, mais j'écris un peu. Donc ça me parle. Et en plus, le suspense n'est même pas cabossé, alors qu'on a un flash forward dès le début. Genre le début du tome, c'est la fin du tome. Enfin le début de cette histoire, c'est la fin de l'histoire. Comme souvent fait genre, oh, comment j'ai pas eu dans cette situation? Ouais, c'est pas fait comme ça parce que ce serait ridicule, mais ça marche. Je pense que j'aurais lu la suite sans souci sans ça. Mais ça reste intriguant de voir un auteur perdu comme ça, sans raison. Allez, tome suivant. Chainsaw Man, tome 7. Les choses avancent très vite et changent beaucoup. La dernière fois, on avait Redze qui a fini par réussir son plan de mettre en avant Denji, ses pouvoirs et son emplacement. Et à cause de ça, il est obligé d'être protégé. Donc on découvre plein de gardes du corps qui ont chacun leur histoire, leurs relations, tout ça. Mais ça va bien trop vite, on n'a pas le temps de s'intéresser à eux. Surtout qu'en plus de ça, on découvre 5 grands tueurs de différents pays, qui sont tous présents sur la couverture.
Whip, 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 whip. Ça fait 4. Et ben on découvre 4 grands tueurs qui sont présents dans la couverture. Et là aussi, parce qu'ils sont pas tout seuls, enfin il y en a qui sont tout seuls, mais ils sont pas tous tout seuls, et ça fait beaucoup de monde, encore une fois, à découvrir avec leur pouvoir et leurs relations. Donc le tome est très chargé en informations et en nouveaux personnages. Pourtant, au niveau des antagonistes, je retiens parfaitement les 3 frères, qui sont très réussis dans leur intrigue, parce qu'assez vite, assez vite, ils sont mis en avant, contrairement aux autres. Et c'est déjanté, c'est très énergique, mais quand il y a plein de personnages et de trucs à mettre en avant pour la suite, Denji et les autres personnages que vous connaissez sont un peu mis de côté. Il y a Power qui a le droit à une excellente blague avec la voiture. Vous reconnaîtrez de quoi je parle si vous avez lu le tome. Makima est plus ou moins mise en avant par son second à la fin du volume, quand celui-ci discute en tête-à-tête directement avec celle-ci. Et c'est intéressant d'avoir des discussions entre différents camps, parce que finalement bah, ça peut dire que certaines limites entre les camps sont un peu brouillées. Donc Chainsaw Man c'est déjanté, c'est un beau message, mais pas forcément dans ce tome, qui est un tome très informatif et très... Ah, ça attaque, ou défendre. Et voilà. Mais heureusement que les pouvoirs sont assez barrés et que les situations ne s'arrêtent pas une seconde et se regardent dans la haine. Mais quand ce sera... l'écrémage sera un peu fait, je suis sûr que ça redeviendra excellent. On n'est pas très loin de toute façon. Tome suivant. Discours de la méthode de René Descartes, de l'édition Kurosawa, c'est mon premier. Et comme tout premier, bah, il a mérité un petit tour dans le bain, pour mon petit frère qui a fait « je vais mouiller les bras », et finalement il avait mouillé le livre. Petit malin que tu me tiens. Et ben, on découvre les gros fils de la pensée de René Descartes. Alors je peux dire si c'est vrai ou faux, parce que j'étais un peu une tanche en philosophie en terminale. Mais je suis content d'avoir l'explication de pourquoi il a pensé ça, et d'avoir en tête sa pensée maintenant à nouveau. C'est très clair, vu que c'est expliqué au moins 2 fois, histoire que ça soit bien compris, plus explicité par exemple de la vie réelle. Et justement, c'est là que ça pêche, j'aurais pas imaginé la fin comme ça. Genre vraiment, là, il y a toute la partie explication, et à la fin, il y a une mini partie exemple, vrai exemple, sur le monde du travail, par lui, qui est là. Et je m'attendais en fait à ce que ça soit genre appliqué directement, ou que ça soit plus dans le monde réel. Alors que là, vraiment, il y a des gros voyages dans le passé, dans le temps de Descartes. Alors évidemment, il faut quelque chose qui bouge, qui soit assez amusant, qui soit explicite avec 2 professeurs et plein de trucs comme ça. Donc, les raisons scénaristiques pour que ça soit clair et précis la pensée de Descartes, ok. Mais je m'attendais vraiment juste pas à ça en fait. Je le saurai pour les prochains, je trouve ça intéressant toujours d'avoir la pensée d'un auteur. Alors en plus, c'est très joli, ça fait genre vraiment vrai livre. C'est vraiment livre de... Bah, livre de poche quoi, les... normal. Bref. Ça peut être intéressant pour réviser, mais faites attention, parce que c'est vraiment des gros pâtés d'informations, ça peut être un peu lourd à lire parfois. Et encore, bah, bien moins que les livres de base. Ça, y a pas photo. Mais c'est le partage qui me paraît étrange. Allez, tome suivant. Oh Full Metal Alchemist Perfect Edition, tome 6. Toujours plus long le nom. Toujours plus long le long. Il se passe bien des choses, et encore pas tant, c'est juste que les différents éléments qu'il y a dans les 5 précédents tomes se répondent bien et se relient les uns aux autres, c'est très beau à voir, j'adore ce principe. On n'a pas de grand coup d'éclat des antagonistes, même si on découvre une réunion... Bah, 2, justement. On découvre 2 nouveaux personnages qui viennent d'un autre pays, qui doivent pouvoir apporter un peu d'humour pour l'instant, mais surtout une vision différente de la philosophie, je suppose. Parce que même s'ils ont le même objectif, ils n'ont pas les mêmes principes de base de la chimie. Philosophie, je crois. Je suis con. Et pour le reste, on a toujours un grand plan des méchants qui avancent petit à petit pour faire tomber les héros 1-1. Ici, ils leur fournissent un coupable idéal pour le meurtre de Yux et quelques tomes. Et d'ailleurs, ça me fait penser que nous, on connaissait les drames, on connaît tout, sauf que les héros ne le savaient pas que Yux était mort encore. Et ça, j'avais oublié. Donc, subir une deuxième fois sa mort quand les héros l'apprennent, alors que je pensais qu'ils l'avaient appris et que tout allait bien, ça fait quand même un petit pincement au cœur. Ça, je vais pas vous le cacher. Voilà. Mais à côté de ça, on a un plan qui fait quand même... qui met pas vraiment le colonel Mustang en avant,
Mais en même temps, bah, il est plutôt en colère, je crois. Vu l'histoire en commun qu'il a avec Armstrong et Hughes. Et à côté de ça, bah, on a pas mal d'équipes assez drôles qui se forment et qui se déforment au fur et à mesure des situations. Genre l'équipe à la finale avec Barry le Boucher, le bouc émissaire et Ling. Oh là là, mais quel plaisir à voir! Et ça, c'est ce qu'on va avoir tout le temps. Genre des personnages des équipes qui se défendent en fonction des envies et des situations, et ça, c'est beau. C'est pas juste tout blanc, tout noir ou tout fixé. Les choses sont réfléchies, tout a des ascendants et des descendants logiques, et ça fait plaisir à voir. L'histoire est magnifiquement construite. C'est pas le tome que je reviendrai le plus, je pense. C'est pas passé des milliers et des cents, mais on a quand même les deux nouveaux personnages de notre pays. On a quand même le beaucoup du bouc émissaire qui fait partie d'un plan immense et qui me fait bien plaisir à voir. Et une révélation un peu dure pour les frères Elric qui leur donne une nouvelle détermination au final. Fullmetal Alchemist et super bien. Ça c'est vendeur ça. Allez, tome suivant. Parasite, édition originale, tome 7. C'est l'avant-dernier volume. Et pourtant, c'est celui qui met le moins en avant Shinichi et Migi, je pense, dans la première moitié. Puisqu'il reste juste dans une voiture sans rien faire. Effectivement, on suit une attaque une attaque armée sur la mairie, puisque des parasites s'y cachent. Et c'est beau à voir que ce soit l'organisation et le plan de l'armée, ou l'organisation et le plan des parasites pour s'en sortir. Les deux sont très réussis et se font une très belle confrontation. La victoire sur la portée de main pour le groupe armé, sauf que bien évidemment on tombe sur le grand méchant qui est là depuis quelques volumes, et qui est bien puissant. Oh putain, cette course-poursuite qu'il fait entre lui et tous ceux qui avaient le pouvoir juste avant, c'est magnifique. Quel plaisir de voir la différence écrasante, j'ai envie de dire. L'auteur gère très bien la tension de cette situation. On se fait pas vraiment de doute sur l'identité du gagnant, mais pourtant l'auteur nous fait quelques petites frayeurs et quelques petits tours de passe-passe. C'est très intriguant à voir comme ça. Et j'adore ce passage. Ensuite, cela crée donc la promesse d'une confrontation finale entre Shinichi et ce parasite. Mais il faudra attendre le prochain volume car cela crée une nouvelle détermination dans Shinichi qui se dit bah c'est pas grave, je peux mourir, l'idée c'est juste de l'affronter et de m'en débarrasser, si possible, tant pis si je meurs. Et au final, bah, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul, qu'il a un soutien de poids dans sa vie. Mais ça, il s'en rend compte à la sortie du lycée. Sortie du lycée qui nous fait plaisir à voir, vu qu'il se rappelle tous les longs moments qu'il a passés, et qu'il se libère un peu, tu vois, qu'il peut redevenir un peu le nouveau lui-même, qui est depuis quelques temps, mais qu'il ne l'a plus jamais montré. Et ça fait plaisir. Grâce à ça, il récupère enfin la confiance de son amoureuse, et il récupère un bon moment avec elle, de l'amour, et il se rend compte que finalement, son affrontement contre le boss final ne sera pas le tout repos vu qu'il a un objectif bien différent maintenant. Donc un tome essentiel qui permet de mettre les parasites un peu au pied du mur, puisqu'ils perdent de leur influence et de leur nombre, pour qu'au final, de ce que j'ai compris, il n'en reste qu'un seul gros et balèze, qui pourrait tout redémarrer bien sûr, mais pas tout de suite, puisqu'il a un dernier adversaire à affronter, adversaire qui récupère une nouvelle détermination et qui continue son évolution, parce que Shinichi est une merveille d'écriture. Le final la prochaine fois promet d'être lourd, en attendant, cette histoire va me parasiter le cerveau. Demon Slayer, tome 16. On continue l'entraînement des jeunes et des piliers, grâce aux piliers et à leurs épreuves. On reprend chez Imajima, le pilier de la roche. Ben, j'ai pas grand chose à en dire, finalement, c'est juste que Tangelo apprend une nouvelle façon d'utiliser ses pouvoirs, grâce à Genya, qui n'a pas de pouvoir, du coup il est obligé d'utiliser autre chose. Et c'est tout, parce que Zenitsu n'a rien de tout le volume, non, bah, Inosuke n'a rien de tout le volume, Tangelo n'a juste que cette évolution là. Et Zenitsu, lui, a un petit quelque chose. Il avait le caractère trouillard, mais débrouillard depuis le début. Et là, on sent qu'il est déterminé depuis qu'il a reçu une lettre. Donc j'ai hâte de voir le développement de ce personnage, sachant qu'il fait partie du trio principal et qu'il va être développé là au moins au tome 17. Et c'est un pari très intriguant, je trouve. Parce que pour certains, ça peut faire gros bruit comme ça depuis longtemps, mais finalement, ça va, moi je me fais bien avec le Zenitsu qu'on avait.
Voilà. Et alors que l'entraînement allait continuer tranquillement chez... Guillou, Muzan vient mettre légèrement un coup de pied dans la fourmilière et accélérer le récit. Et c'est quelque chose que je trouve très intriguant quand l'auteur dit d'elle-même dans la préface oui, j'ai l'impression que grâce à l'anime, les ventes du manga sont en train d'augmenter. Évidemment, vu le boost que ça a eu, et là, l'auteur est quand même en train de faire bon bah Muzan vient attaquer et on va lancer l'acte final. C'est tellement audacieux, c'est parfait. Donc, on a la confrontation de l'ancienne génération, et c'est très intéressant parce qu'on voit bien la différence des deux. Qu'il y a un chef qui est un soutien pour les autres, mais qui peut servir de point motivant en mourant, contre un chef qui est aussi le soutien des autres, vu que c'est lui qui les a créés, mais que s'il meurt, il n'y a plus rien. Et la différence est palpable ici, elle est palpable aussi chez les jeunes qui ont tous des bonnes raisons de se battre, alors que les autres, c'est juste la seule raison, c'est ah, on va pas se faire éclater par Muzan. Donc forcément, la différence est frappante. Donc la victoire se jouera en partie sur ça, évidemment. Donc on a un très beau passage pour ce personnage, qui aura fait un très beau passage dans le manga. Et cela lance avec ferveur les hostilités, puisqu'on a tous les piliers qui veulent faire bien mal à Muzan et à ses lunes supérieures. Justement, Muzan téléporte tout le monde dans sa base, là qui bouge et qui est toute bizarre. On a plein de petites attaques par-ci par-là avec des mini-démons. Et le premier vrai combat qu'on voit, c'est donc entre Shinobu. C'est donc entre Shinobu et la deuxième lune supérieure, si je ne m'abuse. Et c'est un bon combat, hein, on va pas se le cacher. Parce que Shinobu n'a pas de vrai pouvoir qui permet de couper une tête, mais elle peut juste faire des coups de stock comme ça. Et elle se bat avec du poison. Est-ce que ça marche sur Doma? Pas vraiment, parce qu'il est plutôt résistant. On découvre le passé de Shinobu, avec son histoire avec ses sœurs, et c'est plutôt cool. Parce qu'elle porte encore une fois le poids de la famille. Et donc il est obligé de réussir pour venger la famille et ce qui s'est passé. Pendant que Doma a son histoire aussi, mais je sais pas. On lui a donné le rôle de prêtre, plus ou moins, où les gens venaient expier leurs péchés et lui expliquer tout ça pour qu'il les aide et les libère de leurs péchés. Et bah c'est tout. Je comprends pas bien l'intérêt de ce flashback, mais ok. Et finalement, donc on a le poids de la sœur et de l'héritage qui aide à se relever face à celui qui tue les pauvres heures qui se rendent pas compte de leurs péchés. C'est un beau combat, mais c'est pas ce que je retiendrai le plus, je pense. D'autant plus qu'au début de tome, il y avait le flashback d'Imejima, dont je vais pas parler parce que j'ai oublié, qui est très beau, j'aime bien. L'idée d'avoir un vrai pouvoir qui se débloque, enfin qui se dévoile quand on l'utilise pour la première fois alors qu'on n'était pas au courant qu'on l'avait, qui se dévoile donc on est obligé d'utiliser, et qui peut nous mettre dans la mouise car la communication derrière n'est pas toujours au top, et ça c'est plutôt intriguant à voir. Parce que forcément quand on est un tel rock tel que lui, bah seule la communication peut faire défaut et c'est sympathique. Donc très bon lancement de la dernière partie, même si j'ai préféré qu'on reste un peu plus dans l'arc des entraînements, je pense. Allez, tome suivant. Hop, Eden 0, tome 13. Je pense que c'est mon tome préféré. Et je trouve ça malheureux de dire ça sur un tome où la couverture fait preuve de bikini partout, et où l'entièreté du tome fait preuve de bikini partout, mais c'est le tome qui a mieux écrit, je suis désolé. Pas vraiment pour les personnages principaux qui brillent toujours pas, parce que bah, ils partent de loin et ils ont failli se perdre. Je parle très loin et j'ai failli me perdre. J'ai cru de toi très moins me validerait. Bon, ils sont entre les deux cosmos, il se passe pas grand chose d'intéressant et là je vais rien dire parce que Osef total, ils se battent contre les dragons mais par contre ils arrivent sur une nouvelle planète, elle a une beauté et un style sans pareil sa Power Planet que je retiendrai du manga je pense. Elle a deux personnages importants sur sa planète, mais je les retiens quand même parce que leur histoire est personnelle, elle est touchante, elle est belle, et il y a des sentiments purs directs, parce que c'est une histoire d'amour un peu impossible puisque c'est un robot et un humain, et c'est un amour fou, inconditionnel, avec un peu de drame et c'est très beau à voir. Donc c'est les premiers humains de Eden Zero que je vais retenir, hors le groupe principal parce qu'ils sont tout le temps avec nous.
Parce que c'est des problèmes qui vivent vraiment quelque chose, qui ont un problème, et qui est réglé correctement par les héros, sans que ce soit tout pourri. Et ça, c'est beau. Et juste grâce à ces deux personnages et leur histoire personnelle, ça me les a fait apprécier eux deux, ça m'a fait apprécier leur palette, et ça m'a fait un peu apprécier les personnages de notre groupe qui tournaient autour. Et ça, c'est beau. En même temps, quand je regarde tous les poids pourris qu'ils avaient attachés aux pieds depuis dans la première partie, ah bah ça libère, hein. On a de la place pour un peu plus de place pour les héros. En plus, il y a Okakoa dans le tome, donc il y a un peu plus de place encore. Et donc ça nous a une belle histoire qui a permis une belle planète et des bons points pour les héros. D'autant plus que pour le reste, ils font juste appel en mode on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça, et à choisir le bon personnage au bon moment, pour avoir quelques informations sur Mother, grâce à des reliques qui contiennent un peu de pouvoir de Mother, qui devra rassembler pour avoir plein de pouvoir de Mother et rejoindre Mother. Voilà, ensuite ils vont sur le planète forêt, les robots ont pris le pouvoir, et ils sont rejoints par un personnage qui sort de nulle part et qu'on a déjà vu. Pourquoi pas. Bon, ça part pas à des masses excellents, mais ça peut avoir quelques idées sympas sur l'échange entre robots et humains, même si du coup ils ont déjà parlé 40 fois du problème des robots dans cette série. On verra. Et je crains aussi que ça fasse un peu peur, vu qu'ils ont déjà mis en place beaucoup de monde. C'est-à-dire il y a les grands méchants qui sont mis en place, enfin les grands chefs des hommes qui sont mis en place, les grands chefs du gouvernement plus ou moins qui sont mis en place, donc ça fait déjà pas mal de monde, plus un focus sur l'équipage Jersey, donc ça fait pas mal de monde, on a 3 grandes instances qui sont mis en place et qui font du monde, et donc j'ai peur pour le scénario et la place que ça va laisser aux héros alors qu'ils n'ont jamais été correctement développés. Et on avait un petit passage cool sur Earthy, sur la croyance qu'elle a en ses compagnons, même si c'est pas toujours possible. Elle s'en fout, elle continue à les croire. C'est sympa. Parce qu'elle sait que l'équipage est une vraie famille. Donc, quand ça parle de sentiments, c'est très correct. Mashima sait très bien le faire. Mais quand il s'agit de mettre en place des combats, c'est raté. Heureusement qu'il n'y en a pas dans ce tome. De mettre des vrais développements pour les personnages principaux, c'est un peu raté. Ça dépend. Quand ça passe par les autres personnages secondaires, ça marche. Et de mettre en place gentiment des intrigues futures, c'est cassé ça. Mais, comme le tome est le plus réussi depuis bien longtemps, je suis intrigué pour la suite pour une fois. Donc Eden Zero, je vous retrouve bientôt. Azadora, tome 4. Et je ne pourrais pas dire que j'ai Azadoré cette fois. Parce que, l'appréciation d'un tome d'Azadora dépend des bouts d'intrigue qu'on y découvre. Parce qu'Azadora est un énorme puzzle qui va se composer de plein de choses. On a l'aviation, on a un monstre, on a le showbiz avec des filles, on a la course avec un jeune, on a le côté scientifique, on a le côté gouvernement, on a le côté famille. Il y a plein de morceaux comme ça qui se rassemblent et qui font un énorme puzzle qui est Azadora. Et là, on a pas vraiment de nouvelles pièces, mais juste des rapprochements entre pièces. Ça fait plaisir à voir, mais c'est pas le plus mémorable non plus. J'aime bien l'idée d'avoir les photos là qui sont intradiégétiques, parce qu'en fait il y a un journaliste qui prend les photos, et après il se fait poursuivre par Kazuga. Il se fait de ça par Kazuga, et donc ça c'est l'histoire de Kazuga. Et je sais pas quoi en retenir. Si ce n'est qu'il a bien réussi à tenir son rôle de défense et de secret. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toutes les intrigues qui sont en même temps. Après on a l'intrigue famille, car la mère de famille, donc enfin la nouvelle, ouais. Car Kinuyo est occupée, donc c'est Asa qui doit s'occuper de ses frères et sœurs. Elle finit même par s'occuper de son petit frère qui est malade. Voilà, je sais pas à quel point ça joue, mais c'est rigolo de voir ça en même temps. On a le show business avec Yone et Miyako. Parce que Yone continue à vouloir commencer en solo. Parce que Miyako est pas encore prête. Ça commence à aller. On a un très beau discours d'Asa pour l'encourager avant qu'elle parte. Qui fait grandement penser au discours de Yawara à son équipe du lycée pendant qu'elle a un grand tournoi. C'est vraiment le même genre, vu que c'est tous les deux des filles fortes qui font la même chose. Sauf que pour l'instant, il y a Miyako qui la suit parce qu'elle connaît, elle veut connaître le secret de Yon. Et elle va en payer le prix un peu parce que la curiosité est un vilain défaut. Donc là, je suis intrigué de voir comment les deux vont pouvoir interagir parce que on va avoir un petit ressentiment, je pense, entre les deux filles, les deux copines. Et c'est intriguant. Pour l'instant, on est récupère finalement les croyances de son maître, parce que il a des preuves maintenant.
Et il a juste à se rappeler de ce qu'il lui disait son maître, et à suivre ses pistes à son tour, grâce au papier avec marqué point faible dessus, et tout ça, donc ça peut être intriguant de cette réflexion sur les croyances en les autres. Et au final, on a quelques trucs sur le membre du gouvernement, mais pas très très intriguant sur ça. Et on a Asa qui court partout, et qui commence à nous poser des questions en fait sur la capacité qu'elle a de faire sa mission d'aller poursuivre le monstre, qu'il rencontre enfin à la fin du volume avec le scientifique, quand elle a autant de choses à faire dans sa vie personnelle et autant de liens avec les autres personnages. Et je pense que la question se posera à un moment. Est-ce qu'il vaut mieux garder une fille compétente, mais dans le principal du temps n'est pas consacré à ça, ou il y a quelqu'un qui aurait tout son temps consacré à ça, mais qui serait peut-être pas aussi fort, ou peut-être pas aussi humain. J'aime bien. Les personnages sont très intrigants et j'ai hâte de voir où veut nous mener Urasawa. Tome suivant. Shaman King, Star Edition, tome 7. La dernière fois, on avait fini tout pile la première épreuve. Ils ont leur récompense qui est de découvrir pas mal d'histoires du passé, qui permet de bien mettre à l'épreuve les différents candidats. On a la découverte du village et des coutumes paches, même si c'est un peu traité par-dessus la jambe, mais c'est comme ça, dommage. On a l'arrivée impromptue de Chocolove, un nouveau personnage qui dit « Eh bien, on fait une équipe !» Et donc on a deux équipes rigolotes, qui sont Chocolove, Oro et Ten, c'est pas du tout comme ça, et Tao, Rentao, voilà, merci. Et une équipe Yo, Faust et Bokuto no Ryu. Parce que Lizerg a un petit problème, qui est qu'il ne pense pas pouvoir atteindre son objectif avec le groupe de Yo. Et qui donc rejoint un autre groupe, qui est pas très étonnant au vu du nombre de groupes qu'ils avaient croisés et de la façon de penser. Voilà. Donc c'est assez un peu pour point ces choix d'équipe, parce qu'il y en a un seul qui connaît les règles, et c'est le seul qui fait pas partie du groupe de base. Donc c'est assez comme un cheveu sur la soupe. Mais au moins, les choses sont assez fixées, parce qu'ensuite on a le début du tournoi, avec des combats en 3 contre 3. On commence directement avec les combats avec Chocolove, Hero et Rentao, contre un groupe mexicain. On découvre donc le pouvoir de Chocolove et l'histoire de Chocolove. C'est un homme tigre en fait. J'aurais mis ses pouvoirs de tigre sur lui, c'est rigolo à voir. Son histoire est bien sympa avec son changement brutal grâce à la rencontre d'une seule personne. Et donc, pour lui, cette personne est donc une merveille de la nature, vu qu'il a suivi son concept de vie, alors qu'il est opposé de la sienne de base. Et c'est magnifique à voir. Et donc, son nouveau concept de vie est aussi sa nouvelle prunelle, tu vois, avec ça, c'est... Bref, c'est un énorme cercle vertueux sur la bonne vie de Chocolove, qui devient directement un personnage bien sympathique, vu qu'il a son histoire et ses pouvoirs traités directement de bien belle façon. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu de ce combat. Et ensuite on a le deuxième combat avec Lizerg et ses nouveaux compagnons contre des personnages égyptiens. Et on découvre la façon un petit peu brutale et sévère qu'ont Lizerg et ses compagnons de traiter leurs adversaires. Parce que pour eux, les pêcheurs doivent être châtiés. Et c'est que tout le monde pêche. En effet, parce que ils tuent les gens en fait. Et donc c'est un peu violent, c'est vraiment dans les combats de shaman qu'on voit quelqu'un mourir. Manta avait été le ventre ouvert, mais il est pas mort. Et là, on a les premiers morts à cause d'eux parce qu'ils traitent les adversaires méchants. Finalement, c'est un peu le but, vu qu'ils doivent être les plus forts pour être les Shaman King. Mais c'est pas une façon de faire qui convient à notre groupe de héros. Donc, Yo va tout faire pour leur couper l'herbe sur pied et devenir Shaman King à leur place. Et ça, c'est bien. Donc on a un combat sympathique qui permet de bien mettre en avant un personnage qui est arrivé avec ça comme un cheveu sur la soupe. Un deuxième combat qui est moins sympathique et qui va donner une détermination sans précédent à Yo, et c'est le plaisir à voir. Donc Shaman King fait très bien son travail, même s'il est un tome aussi gros que ça, c'est parfois un peu lourd à lire. Tome suivant. Enfin, on arrive à la fin de cette vidéo avec le tome 4... Voilà, avec le tome 19 de The Forest Neverland. Et je serais loin de lui mettre la note maximale. Parce que tout se passe un peu trop bien. Mais en même temps, l'affrontement s'est joué avant. Plusieurs fois, les personnages ont été en danger ou ont fait des choix très importants. Et à chaque fois, ils ont fait le bon. Donc ils ont récupéré
des nouvelles compétences, des nouveaux personnages, des nouveaux alliés, des nouveaux trucs comme ça. Contrairement à Peter Ratri, qui est toujours resté sur ses acquis, et qui donc n'avait rien pour se défendre. Donc, dans l'attaque de Gracefield House, tout se passe parfaitement pour nos héros, et quelques mini-situations un peu stressantes, mais ça dure 2 secondes, donc aucune crainte à avoir. Parce que chaque mini-groupe qu'ils ont permet d'en débloquer plusieurs, et donc ils ont plein de groupes, ils sont en surnombre tranquille. Ils se font quand même coincer, mais il y a les mamans qui se dévoilent également. Parce que cette idioterie est en mode « Oh bah je vais prendre Isabella en tant que nouvelle grand-mère ». Parce que bah évidemment, Isabella, elle a bien compris maintenant que peu importe ce qui se passe, on se fait toujours niquer dans le système. Et donc ils vont briser le système forcément. Je comprends pas, Ratri est tellement nul. J'ose espérer qu'il fait exprès d'être aussi nul pour finalement libérer les humains à un moment, mais c'est pas du tout le cas, donc... Heureusement pour lui, il reste la capitale, où Sanju, Muzeka et les anciens se font capturer, car, oh là là, le sang maudit, c'est eux qui ont tout fait, ils sont méchants. Avec une petite reprise de pouvoir de la part de Ratri, mais finalement, on a sorti de nulle part Levis, qui revient, parce que il est pas mort, évidemment, et qui... Bah, le fait qu'il prenne le pouvoir, qu'il explique que le sang maudit est pas maudit et que tout le monde a été manipulé, ok, mais le fait qu'il revienne, c'est non. Comme le truc avec les mamans, le fait qu'elle se rébelle et tout, ok, mais le fait qu'il ait choisi Isabella comme grand-mère, c'est non. Donc, que les héros aient eu des facilités grâce à leur choix, je prends, mais que les héros aient des facilités parce qu'un personnage mort revient, et parce que Ratri fait une erreur débile de choisir Mama, enfin de choisir Isabella en tant que grand-mère, vraiment ça me perturbe. Si vous avez des explications pour ces 2 points, je suis largement preneur, parce que ça plombe largement la note de Storm. Parce que sinon, l'affrontement gagné par avance par les héros pour le show précédent, c'est intéressant comme idée. Parce que la chute sans fin de Ratri qui fait juste que fuir et avoir peur, c'est ok. Le fait que son dernier plan, c'est juste « Oh, je vais tuer Emma, comme ça ils auront plus la promesse !» c'est ok. Mais ces 2 grosses idées d'avoir un mort qui revient et d'avoir choisi Isabella comme grand-mère, ça me perturbe au plus haut point et ça fait perdre des grands points ce dernier tome. Heureusement, le final du coup n'aura plus ses erreurs, vu que bah, c'est passé. Et j'espère qu'il sera correct, mais vraiment là je suis perturbé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis sur tous ces tomes si vous les avez lus, enfin sur ceux que vous avez lus, ou sur ceux que vous avez lus et dont je vais pas parler donc pour le mois de mars. On se retrouve le mois prochain pour les achats lecture du mois d'avril. On se retrouve sans doute avant pour d'autres trucs, mais ça je verrai parce que bon, je vais faire moi sans vidéo alors. Merci pour être abonné d'ailleurs. Voilà. Mais bon bref, on se revoit bientôt ou pas, on verra bien. Mais d'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Komoré bientôt.